Bonsoir à tous. Nous sommes en direct du 8e mercredi des sciences proposé par Belin Éducation. Je suis en compagnie de Fanny Ribac, de Stéphane Fray et de Samuel Ribulard, que je vais laisser se présenter. On est ravis en tout cas de passer cette heure avec vous et de vous proposer de réfléchir avec Fanny à la manière de mieux comprendre ce que disent les oiseaux. C'est un thème très printanier qui nous tenait à cœur. On a hésité, on s'est dit est-ce qu'on aurait du monde ou pas ce soir, compte tenu du fait qu'on est déjà mi-juin et que les esprits sont presque tous partis en vacances. Mais on voulait absolument vous proposer quelque chose avant la rentrée pour marquer le coup et puis finir en beauté cette série de Mercredi des sciences de l'année scolaire 2020-2021. Voilà, Stéphane, je te laisse la main. Oui, alors juste pour dire Fanny et Samuel. qui je suis, Stéphane Fray, donc responsable du secteur sciences chez Belin Éducation, pour tout ce qui est donc de secondaire, collège et lycée, et avec un rôle un peu plus particulier pour la SVT et l'enseignement scientifique. Samuel. Donc moi je suis enseignant à l'université Paris-Saclay. En fait, on est même des collègues très proches avec Fanny, ce qui n'était pas le cas avec les intervenants précédents. Et je travaille à la préparation à l'agrégation externe, dont je suis un des responsables pédagogiques. Fanny étant directrice de la formation, et puis je suis également directeur de collection des manuels scolaires de Belin pour les SVT. Bon, c'est à moi, j'imagine. Alors, Fanny, Moi, je suis Fanny Ribac. Je suis donc enseignante-chercheuse à l'université Paris-Saclay, où j'enseigne la biologie, et notamment la biologie de terrain. Et en recherche, je travaille sur la communication sonore chez les animaux, et en particulier les oiseaux. Voilà, et je suis ravie d'être là, et bonjour à tous. Merci Fanny pour ta présence. On a hâte de t'entendre et d'entendre toutes ces pistes audio que tu as préparées pour nous. Très bien. Donc, je commence quand je veux, c'est ça? Oui. Ok. Aujourd'hui, on est ensemble pour essayer de se poser la question, savoir si on peut comprendre ce que se disent les oiseaux et notamment présenter quels sont les mécanismes et les fonctions des chants chez les oiseaux chanteurs. D'abord, pour commencer, une petite introduction sur ce qu'est la communication animale. En fait, comme vous le savez, les animaux échangent des signaux de différentes natures. On va pouvoir observer des signaux visuels, des signaux chimiques, des signaux tactiles, mais aussi des signaux électriques et des signaux acoustiques. En fait, qu'est-ce qu'un signal? Un signal, c'est le support physique d'une information et il va donc porter des informations qui vont être codées par des paramètres physiques de ce signal. Alors, avant d'arriver au chant des oiseaux, je ne me suis pas trompée, vous avez bien une abeille qui est représentée ici. On connaît, beaucoup de gens connaissent la danse des abeilles qui a été décrite par un célèbre éthologue. Je parlerai un peu plus tard de l'éthologie. Juste après en fait. Et donc la danse des abeilles, qu'est-ce que c'est? Vous avez des signaux. Qu'est-ce que sont ces signaux? Ce sont des mouvements et des vibrations. Et les informations codées par ces signaux sont codées en fait par des paramètres qui sont par exemple l'angle de la barre du 8 de la danse en 8 de l'abeille, la barre du 8 en angle avec la verticale sur les rayons de la ruche, et puis le nombre, la durée et le rythme des vibrations qui vont en fait être transmises par le substrat. Donc ça, ce sont les paramètres des signaux qui codent une information. Alors pour compléter cette définition de la communication, il faut revenir à ce qu'est la chaîne de transmission de l'information. Cette définition n'est pas récente, mais elle est encore tout à fait pertinente. En fait, globalement, un système de communication, c'est quoi? C'est un animal émetteur. Donc, je vais mettre mon pointeur, ce sera encore mieux. Un animal émetteur qui produit un signal. Ce signal est ici représenté par un cube avec un certain volume. Et au sein de ce signal sont codées des informations, des messages
en fonction des capacités physiologiques de l'animal émetteur au sens large. Ce signal se transmet dans un environnement, quel qu'il soit, ce qu'on appelle le canal de transmission, où au cours de sa propagation, il va subir un certain nombre de modifications liées aux contraintes environnementales, au bruit au sens large. Hein, c'est valable pour tous les types de signaux, qu'ils soient visuels, tactiles, chimiques, acoustiques ou même électriques. Et ce signal arrive donc avec un volume réduit au niveau de l'animal récepteur qui va percevoir ce signal et décoder puis intégrer les informations qu'ils contiennent, et ensuite, cela va provoquer chez lui une réponse, et c'est l'ensemble qui constitue une chaîne de transmission de l'information et un système de communication. Alors, puisqu'on va parler de chant des oiseaux, on va donc parler de ce qu'est la communication acoustique, c'est l'échange d'informations portées par des signaux sonores. Et il y a une discipline scientifique qui étudie les communications acoustiques chez les animaux. C'est ce que l'on appelle la bioacoustique. Alors, comment est-ce qu'on étudie la bioacoustique? Comment est-ce qu'on étudie la communication acoustique? C'est donc la bioacoustique, et quel genre de questions se pose la bioacoustique en regardant et en essayant de comprendre les signaux acoustiques produits par les animaux. En fait, on va adopter une approche empirique, expérimentale, scientifique, c'est-à-dire qu'on va d'abord observer le comportement qui est à l'origine de la production des signaux acoustiques. Ça va nous amener à nous poser des questions sur ce comportement, on va formuler des hypothèses, on va mettre en place un protocole expérimental qui va nous permettre de tester ces hypothèses, on va réaliser ce protocole expérimental. Et ensuite, les résultats vont nous permettre de revenir à nos hypothèses de départ et de conclure quant à ces hypothèses. La bonne question, c'est quelles questions on se pose quand on adopte cette approche empirique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on étudie la communication acoustique dans le cadre de l'éthologie. Étudier la communication chez les animaux, c'est faire de l'éthologie. Vous avez ici une photo de Nicolas Tinbergen recevant un prix Nobel en 1973 pour ses travaux en éthologie. Et Nicolas Tinbergen est notamment celui qui a formulé très précisément 4 grandes questions, 4 grands axes de recherche autour du comportement animal et que l'on va suivre également lorsque l'on fait de la bioacoustique. Ces 4 grandes questions, quelles sont-elles? C'est des questions qui tournent autour du comment et des questions qui tournent autour du pourquoi, donc des questions autour des mécanismes et des questions autour des fonctions. Quels sont les mécanismes? Quels sont les facteurs internes, neurobiologiques, physiologiques, au sens large, et externes, c'est-à-dire comment les stimuli environnementaux vont éventuellement pouvoir moduler la production et la réception des signaux. Quelle est l'ontogenèse des signaux, c'est-à-dire comment ils se mettent en place au cours de la vie de l'individu, comment se mettent en place également les mécanismes de reconnaissance de ces signaux, de réponse. Et puis ça, c'était pour les questions de type comment, et voilà maintenant les questions de type pourquoi. Quelles sont les fonctions de ces signaux? En d'autres termes, en quoi contribuent-ils à la valeur adaptative des individus? En quoi contribuent-ils à intervenir dans leur capacité de survie et de reproduction? Et plus largement, toujours en lien avec cette question du type pourquoi, comment ces signaux se mettent en place au cours de l'histoire évolutive. Donc là, c'est la mise en place à l'échelle de l'histoire et plus à l'échelle de l'individu. En d'autres termes, quelle est la phylogénèse de ces signaux? Voilà, par cette espèce d'introduction très large, on est arrivé à comment on étudie la communication acoustique chez les animaux. Et maintenant, on va un petit peu définir qui sont les oiseaux chanteurs. Alors, on sait que les oiseaux sont de grands utilisateurs de signaux sonores. Dans ces photos qui sont nécessairement diverses et qui représentent la diversité des oiseaux. Il y a 10 000 espèces d'oiseaux. En fait, je ne vais en garder que 2.
Et en fait, ces deux espèces ici appartiennent à un grand groupe que l'on appelle les ocines, qui est représenté ici sur cet arbre phylogénétique des oiseaux. Arbre phylogénétique des oiseaux tel qu'il est extrait du Lecointre et le Guyadère. Hein. J'ai fait une jolie photocopie. Et donc, qui sont ces ocines, qu'on appelle aussi des oiseaux chanteurs? C'est quand même presque la moitié des espèces d'oiseaux. On compte entre 4500 et 5000 espèces. Donc, c'est un groupe monophylétique qui fait partie des passeriformes, c'est-à-dire des oiseaux perchés, et qui se caractérise, ce sont des caractères dérivés des apomorphies par un organe vocal particulièrement complexe que l'on appelle la syrinx, que je vais vous présenter un peu plus tard, et également par la production d'un signal de communication qu'on appelle chant, et que la particularité de ces chants, c'est qu'ils sont appris par imitation. Alors, donc les ocines produisent des chants, mais que sont donc ces chants? Alors, pour commencer, je vais juste solliciter à la fois vos sens auditifs et vos sens visuels en vous proposant un enregistrement que j'ai réalisé pendant le confinement dernier, en 2020. Et je vous laisse écouter et visualiser cet enregistrement. Ça marche. Alors, à l'écoute de cet enregistrement, vous avez peut-être reconnu les oiseaux qui chantaient. Donc, en fait, ces chants sont visualisés ici sous deux formes, deux modalités de représentation du son. Vous avez un oscillogramme qui représente en fait les sons amplitude en fonction du temps, et puis en dessous, la fenêtre, c'est un spectrogramme qui représente les sons, la fréquence des sons en fonction du temps, avec l'intensité des sons qui est codée par un code couleur. Donc ça fait des très jolis tableaux, comme vous avez pu le voir, et vous avez pu voir, vous pouvez encore voir des figures. Et ces figures, en fait, correspondent à ces chants et que vous avez pu entendre. Peut-être avez-vous pu reconnaître trois espèces. Alors, deux étaient bien présentes, la mésange charbonnière et le merle noir. Et puis, il y avait aussi, dans le lointain, un troglodyte mignon. Et en fait, si on retourne sur cet enregistrement, vous voyez ici les chants de la mésange charbonnière, s'agissait d'un seul individu, et du merle noir qui sont produits plus ou moins en même temps et s'alternent. Donc on entend des choses très différentes, éventuellement on peut les reconnaître, alors on peut continuer un peu cette revue de ce catalogue de chants, même si on va pas le faire pendant toute la durée de l'exposé. Vous avez ici trois spectrogrammes de chants, donc toujours représentation de la fréquence en fonction du temps, avec cette fois-ci les intensités qui sont codées par un code couleur, mais en noir et blanc. Donc plus c'est noir, plus les fréquences sont produites avec une intensité forte. Et je vais maintenant vous faire écouter, savoir si éventuellement vous pouvez reconnaître ou bien en tout cas caractériser ces chants. Donc le premier. Un deuxième. Et un troisième.
Alors, vous avez ici entendu 3 espèces différentes. D'abord un rouge-gorge familier, ensuite un troglodyte mignon, et ensuite une fauvette à tête noire. Lorsque on les regarde sur le spectrogramme et puis lorsque l'on les écoute aussi, on constate que ces chants, ce que j'appelle des chants, sont constitués par un enchaînement d'unités sonores séparées par des intervalles de temps, et que ces unités sonores sont organisées, sont produites suivant une certaine syntaxe, c'est-à-dire un certain ordre, qui est bien visible sur les spectrogrammes. On voit des unités sonores qui sont représentées en fait par des tracés continus sur le spectrogramme, et ça forme une espèce de hiéroglyphes en fait, qui sont bien distinctifs et dont on voit qu'ils sont différents entre les espèces. On les entend, ces différences, et on peut aussi les voir. Alors, donc, première définition, première caractéristique de ce que c'est qu'un chant, c'est un enchaînement d'éléments sonores produits dans un certain ordre et organisés suivant une certaine syntaxe. Alors, il faut tout de même préciser, il faut vraiment préciser que les chants ne sont pas les seules vocalisations produites par les oiseaux chanteurs. Les oiseaux chanteurs produisent des chants et des cris. Si par exemple, vous avez ici le diamant mandarin, qui est une espèce modèle issue, qui est une espèce modèle de l'étude du chant, notamment en laboratoire. Alors vous avez son chant. Et vous avez quelques-uns de ces cris qui sont également représentés sur le spectrogramme. Donc, les cris, dont je ne vais pas parler ensuite plus avant dans cet exposé, sont des vocalisations qui sont courtes, qui sont constituées par en général un seul élément sonore ou un petit nombre d'éléments sonores. Ils sont produits par le mâle et la femelle. Ils sont en général produits toute l'année et ils interviennent dans des fonctions très diverses, d'alarme, de détresse, de communication à longue distance, de quémande alimentaire, de contact. Alors que le chant, chez ce diamant mandarin, comme chez les espèces que je vous ai présentées juste avant, est constitué par une succession d'éléments sonores organisés suivant une certaine syntaxe qui est bien visible sur le spectrogramme. Alors, comment sont produits ces chants? Les ossines ont un appareil vocal particulier qu'on appelle la syrinx. Cette syrinx, je remets mon pointeur, est localisée au niveau de la jonction entre la trachée et les 2 bronches. Vous avez ici une représentation, un modèle de cette syrinx, en fait, donc de la trachée puis des 2 bronches. Et vous voyez qu'on a un certain nombre de muscles. En fait, il y a plusieurs paires de muscles. Et à l'intérieur de la trachée et des bronches, exactement à la jonction, plus ou moins bas dans les bronches primaires de ces oiseaux, vous avez des membranes, ces membranes qu'on appelle des labia, et en fait la tension des muscles au moment du passage de l'air dans l'une ou l'autre des 2 voies des bronches va faire vibrer ces membranes, et c'est la vibration de ces membranes au moment du passage de l'air qui est à l'origine de la production des chants. Le passage de l'air étant expulsé des sacs aériens, notamment les sacs aériens postérieurs qui existent chez l'oiseau et qui font partie de l'appareil respiratoire, qui font partie du moteur ventilatoire de l'appareil respiratoire. Donc, très important, vous voyez que cette syrinx qui est particulièrement complexe de par le nombre des muscles qui sont contrôlés plus ou moins indépendamment, et notamment par un nerf dont on reparlera juste après, qui est le nerf hypoglosse de chaque côté de la syrinx. C'est un organe double. Et le fait que ce soit un organe double fait que les oiseaux peuvent produire sur du 2 voix. Alors ici, on retrouve un oiseau que peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est un pinson des arbres. Ce pinson des arbres, son chant, pour ceux qui ne le connaissent pas, est ainsi. Et vous avez ici un spectrogramme en haut de ce chant, enregistré chez un pinson des arbres, un individu normal, puis chez le même individu, après section, du nerf hypoglosse, dont je vous disais que c'était le nerf qui
innervait les muscles de la syrinx, et ce nerf est double, il y a une syrinx droite, une syrinx gauche, un nerf droit, un nerf gauche, et ici on a coupé le nerf 12 droit, ce nerf hypoglosse, et si on compare les spectrogrammes, on s'aperçoit qu'il manque quelques éléments. Et en fait, qu'est-ce que cela vous indique? Cela vous indique que lorsque l'oiseau produit, il produit sur les deux voies, ici en alternant et en superposant les sons produits par les deux voies, et certains éléments sont spécifiquement produits par le côté droit. Alors, c'est ce qui se passe chez le pinson des arbres. On a montré que chez d'autres espèces d'oiseaux, par exemple, les oiseaux produisaient rigoureusement en même temps sur les deux voies, ou bien chez certains oiseaux, certaines espèces, on a une dominance plutôt côté gauche ou plutôt côté droit, ça dépend des espèces, mais toujours est-il que les ossines ont la particularité d'avoir cet organe double qui leur permet de produire des sons particulièrement complexes, en plus du fait que les muscles constituant cette syrinx sont nombreux et peuvent réaliser des contractions extrêmement rapides. Ce sont des muscles super rapides et qui vont permettre de produire des éléments sonores avec séparés par des intervalles de temps extrêmement proches. Alors, ça, c'était pour comment est-ce que les chants sont produits. Comment ces chants sont produits, on y reviendra juste un peu après, mais je fais un petit détour sur comment est-ce qu'ils se mettent en place au cours de la vie de l'individu, parce que je veux revenir sur ce que je vous ai dit par rapport à l'apprentissage par imitation. Les chants sont des vocalisations produites après apprentissage par imitation. Ça, c'est une synapomorphie, donc des ossines. Et en fait, comment est-ce que ça a été découvert? Il faut remonter dans les années 1960, lorsqu'on a commencé à avoir du matériel pour enregistrer, et lorsqu'on a découvert le phénomène de dialecte chez les oiseaux. Ce phénomène de dialecte, il a été découvert chez de nombreuses espèces d'oiseaux, et il y a encore beaucoup de gens qui travaillent sur ce phénomène de dialecte. Ici, j'ai choisi de vous montrer les dialectes chez une espèce de bruant à couronne blanche, qui est en fait l'espèce originelle chez qui on a montré l'existence de ces dialectes, qui sont des variations géographiques des chants produits par les individus d'une même espèce, mais venant de populations différentes. Alors, je vous disais, ces dialectes ont été revisités, ils ont été décrits en première fois en 1962, et puis, vous voyez qu'il y a quelques années, on a redécrit ces dialectes. Ce sont le bruant à couronne blanche a des populations, on trouve des populations tout autour de la baie de San Francisco, et ce que vous avez ici représenté, ce sont les spectrogrammes des types de chants qui sont produits dans chacune des populations. C'est-à-dire qu'il faut vous imaginer qu'au niveau de ces populations de bruants à couronne blanche, tous les individus vont produire, par exemple, si on regarde ce qui se passe à Berkeley, tous les individus vont produire des chants qui vont ressembler à celui-ci, à ce chant BM. Ou bien, dans la population à Yerba, on va pouvoir enregistrer en fait deux types de chants, donc un dialecte composé par deux types de chants, et ainsi de suite dans les différentes populations. Et ce qui est remarquable, qu'est-ce qui fait que c'est un dialecte, en fait, c'est qu'on a des variations géographiques en fonction des populations dans les chants, et que ces chants, par ailleurs, ont une structure commune, qui est la structure bruant à couronne blanche, que l'on retrouve avec à chaque fois les chants qui débutent par des syllabes faiblement modulées en fréquence, dont on voit que la fréquence varie peu au cours du temps, et puis ensuite des syllabes très modulées en fréquence et très très répétées. Et ça, on retrouve ce patron temporel, ce motif chez tous les bruants à couronne blanche. Et donc, ce phénomène de dialecte, dès 1960, les scientifiques ont imaginé, posé l'hypothèse qu'il résultait d'un apprentissage, un apprentissage par imitation. Et alors, on s'est mis à chercher en fait, si tel était bien le cas, c'est-à-dire si les oiseaux produisaient bien un apprentissage par imitation, tout au moins les oiseaux chanteurs. Et il y a eu toute une série d'expériences en laboratoire, dont je vous montre juste quelques extraits qui ont démarré dans les années
Alors là, on est en 85 dans cette étude, mais en fait, ça a démarré plutôt dans les années 75. Hein. Par exemple, avec le bruant chanteur, vous avez ici le spectrogramme d'un bruant chanteur élevé en présence de ses congénères, dont le jeune moisillon a eu accès à des vocalisations produites par d'autres individus de son espèce. Il a pu les écouter et voilà ce qu'il produit à l'âge adulte. Vous avez ici le spectrogramme d'un individu qui a été élevé en isolation complète de ses congénères, c'est-à-dire qu'il n'a pas entendu ni vu d'ailleurs d'autres individus de son espèce. Et puis ici, un individu qui a été élevé en isolation, mais à qui on a diffusé, via des cassettes à l'époque, les chants de produits spécifiquement par les adultes de son espèce. Et puis ici, un individu élevé en isolation est rendu sourd. Alors on voit bien qu'il y a des différences entre ces différents spectrogrammes et on voit notamment que les individus élevés en isolation produisent des vocalisations mais qui sont différentes des individus élevés en conditions normales avec des cons spécifiques et que l'écoute de chants par les individus isolés pendant une certaine période juvénile permet de restituer un chant qui ressemble beaucoup plus au chant naturel produit par l'adulte. En d'autres termes, on avait montré ainsi, et chez d'autres oiseaux, cela a été montré également, que les oiseaux apprennent pendant une certaine période les chants adultes, qu'à l'origine, ils produisent de manière innée, de manière spontanée, une certaine matrice de chant. Donc, il y a certains paramètres qui ne sont pas appris, mais il y a d'autres paramètres, d'autres structures, d'autres éléments qui sont appris. Et pour apprendre, les oiseaux doivent pouvoir écouter les chants des adultes de leur espèce. Sinon, ils ne développent pas un chant normal. Alors depuis, on a beaucoup affiné ce que l'on sait sur le chant des oiseaux et on a par exemple montré que la période pendant laquelle les oiseaux pouvaient apprendre les chants, on appelle une période sensible, est en général une période chez beaucoup d'espèces, une période juvénile, et ensuite elle est fermée si cette période est dépassée. Si les oiseaux n'ont pas entendu les chants de leur espèce pendant cette période, ils n'apprendront jamais un chant normal adulte. Il y a également une période sensorimotrice au cours de laquelle les individus s'exercent en fait à produire leur chant et affinent leur production du chant. Et puis il y a un moment dans la vie de l'oiseau où le chant est dit cristallisé et l'oiseau produira toujours le même chant ou les mêmes types de chants. Certains oiseaux ont des répertoires de types de chants. Et donc, ces chants cristallisés ne changeront plus. Alors ça, c'est ce qu'on a chez les espèces qui sont dites à apprentissage fermé, donc période sensorimotrice, et avant période sensible terminée, qui ne se réouvrent plus. Et puis, on a quelques espèces d'oiseaux dont on a montré qu'ils pouvaient apprendre tout au long de leur vie. Et donc, ces espèces sont dites à apprentissage ouvert et on considère qu'ils peuvent réapprendre de saison en saison. Par exemple, le canari en est un exemple. Alors, maintenant que j'ai un peu parlé de la mise en place de ce champ, je reviens sur des notions de mécanisme, de mécanismes et de mécanismes notamment neurobiologiques. Je vous disais tout à l'heure que la syrinx les mouvements des muscles de la syrinx étaient contrôlés étaient innervés par un nerf, ce nerf hypoglosse. En fait, ce nerf hypoglosse, c'est la sortie, les neurones moteurs de structures cérébrales que l'on trouve au niveau du tronc cérébral. Sur cette figure un peu bizarre, vous avez en fait un cerveau d'oiseau. L'avant est par ici, l'arrière est par ici. Ici, vous avez le dos et ici, vous avez le ventre. Et donc, vous voyez en fait que dans ce cerveau d'oiseau, il y a ce que l'on appelle des noyaux, des structures cérébrales ou des corps cellulaires de neurones
sont regroupés et participent à une même fonction. Ces noyaux, on les appelle les noyaux du champ. Sur cette première figure, ici, vous avez les noyaux qui vont contrôler la production du champ. Donc, ce sont tous les structures cérébrales qui sont reliées par des flèches noires et qui arrivent in fine aux neurones moteurs du nerf hypoglosse et puis aussi aux neurones moteurs qui vont contrôler les muscles respiratoires. Et puis vous avez, en relation avec le fait que ces oiseaux apprennent, vous avez également dans le cerveau des oiseaux des structures cérébrales, des noyaux du champ qui vont, elles, contrôler l'apprentissage du champ. Ce sont celles qui sont ici montrées en gris foncé et qui sont reliées par des flèches blanches. Et ces structures cérébrales qui contrôlent l'apprentissage par imitation sont des structures cérébrales qui n'existent pas chez les oiseaux qui ne produisent pas de vocalisation apprise par imitation. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré dans l'arbre phylogénétique, on a vu que les ossines faisaient partie des passeriformes et qu'à l'intérieur des passeriformes, on a les acanthistidés. Jusqu'à preuve du contraire, les acanthistidés ne produisent pas de chant appris par imitation et n'ont pas de structure cérébrale qui contrôle cet apprentissage. C'est-à-dire quand on fait de la neurobiologie, de la neuroanatomie, on ne trouve pas ces structures cérébrales dans le cerveau des oiseaux. Alors, pour compléter le système du chant des oiseaux, je m'intéresse à ce deuxième schéma où vous avez une autre série de noyaux de structures cérébrales interconnectées qui vont en fait être impliquées dans la réception, donc l'audition, la réception et l'intégration des signaux sonores. Et vous voyez d'ailleurs que certains noyaux, notamment le noyau HVC, qu'on appelle le High Vocal Center, en fait, est un noyau qui est interconnecté avec toutes les voies. La voie de la production, la voie de l'apprentissage et la voie de l'audition. Par ailleurs, de manière assez remarquable, toujours en ce qui concerne les mécanismes, donc là j'ai changé d'orientation sur mon schéma, c'est-à-dire que maintenant l'avant est par là, puis ça s'est un peu coloré et un peu simplifié, ces différents noyaux, et vous voyez que ça s'est coloré, en fait c'est le reflet de la présence de récepteurs aux hormones stéroïdes. En fait, les neurones ou les cellules gliales qui existent, ou les interneurones qui existent dans ces structures cérébrales, qui contrôlent donc soit la production, soit l'apprentissage, soit l'audition des chants, ces neurones vont exprimer des récepteurs, notamment aux hormones stéroïdes. Tous ceux qui sont représentés, tous les noyaux qui sont représentés plutôt en rose expriment des récepteurs aux androgènes, par exemple la testostérone. En bleu, notamment le High Vocal Center, c'est expression de récepteurs aux androgènes et aux estrogènes. Et puis vous avez ici dans le cerveau des oiseaux chanteurs par ailleurs une zone où on trouve en abondance de l'aromatase qui convertit la testostérone en œstradiol. Donc en d'autres termes, cela veut dire que dans leur cerveau et également au niveau de leur syrinx, les oiseaux ont des récepteurs à des hormones, notamment les hormones sexuelles, qui sont produites notamment au niveau des organes sexuels, au niveau des testicules, ou bien converties ici directement au niveau du cerveau. Et ces hormones vont agir sur les neurones, sur les structures cérébrales qui contrôlent le chant, que ce soit au niveau production ou apprentissage ou réception. De sorte que en fait, on peut faire le lien avec le comportement. Il a par exemple été montré que les oiseaux chantaient plus pendant la période de reproduction et ça a été corrélé, cette activité accrue, cette quantité de chant accrue a été corrélée avec des pics de production d'hormones stéroïdes que l'on peut mesurer dans le sang des oiseaux. Et ça peut aussi
on peut aussi constater des différences non plus dans la quantité des chants, mais dans les paramètres du chant, comme par exemple cette étude qui a été faite chez le canari. Alors avant d'être un canari domestique qu'on trouve dans toutes les animaleries, chez beaucoup de particuliers et également dans les laboratoires où c'est également une espèce modèle des études expérimentales sur le chant, le canari est une espèce sauvage. Et ici, cette étude avait été faite donc, sur des individus sauvages et avait consisté à non seulement réaliser des enregistrements, mais également à contrôler, à réaliser des prélèvements sanguins pour mesurer les quantités notamment de testostérone. Et très brièvement, qu'est-ce que cela a montré? Cela a montré, si on compare les champs produits par cette espèce pendant la saison de reproduction ou en dehors de la saison de reproduction, puisque chez cette espèce, les oiseaux chantent également en dehors de la saison de reproduction, on constate que certaines syllabes, c'est-à-dire certains éléments sonores, tels que je les ai définis tout à l'heure, sont chantés toute l'année, donc vont se retrouver dans tous les chants, qu'ils soient pendant ou hors de la saison de reproduction. Et 25% du total de syllabes est chanté de manière saisonnière, soit pendant la saison de reproduction, soit hors de la saison de reproduction. Et puis on constate aussi que les oiseaux produisent les mêmes syllabes d'une année sur l'autre. Donc qu'est-ce que cela montre? Et cela, ça a été mis en relation, avec la quantité de testostérone qui est présente dans le sang des animaux et qui va pouvoir aller agir directement sur ces fameux noyaux du champ, sur ce système du champ. Passer cette partie sur les mécanismes sur lesquels on pourrait encore dire beaucoup de choses qui contrôlent la production et l'expression du chant, je voudrais, avant de passer aux fonctions du chant, attirer votre attention sur un élément, sur la question, une petite question comme ça, qui est qu'est-ce qui chante? En d'autres termes, chez cette espèce, vous avez des individus mâles, des individus femelles, et de manière assez commune, on considère que les chants sont produits par les mâles. C'est une espèce d'idée générale. Et cette idée générale a, depuis quelque temps, a été remise en question très fortement. En fait, grâce à des études intensives sur le terrain, des enregistrements, des observations aussi de particuliers, etc., en reconstituant un certain nombre, en faisant une revue de la littérature intensive, il a été montré il y a quelques années qu'il y avait énormément d'espèces d'oiseaux chanteurs chez qui et les mâles et les femelles chantaient. Et par exemple, chez cette étude qui était sortie en 2014, il y avait 323 espèces d'ossines. Alors, ce n'est pas beaucoup au regard du nombre d'espèces d'ossines, mais c'est déjà un nombre important. 323 répartis dans 34 familles sur les 44 familles d'ossines. Et en fait, chez ces 323 espèces, il y a 229 espèces chez qui et les mâles et les femelles chantent, dans 32 familles. Et en fait, la reconstruction, la mise en perspective, la mise en lumière de ces données confrontées à des données moléculaires et de données phylogénétiques a permis de reconstituer ce diagramme ici qui est un peu abscon, mais dont on voit bien qu'il y a du rouge un peu partout sur les cladogrammes. Et le rouge, c'est quoi? C'est le chant femelle. Et en fait, ça a amené à complètement reconsidérer la présence du chant femelle, dont on considère maintenant qu'il est d'un caractère ancestral, c'est-à-dire qu'à l'origine, toutes les espèces d'ossines avaient des mâles et des femelles qui chantaient, et que ce caractère chant produit par les femelles a été perdu secondairement chez un certain nombre d'espèces. Alors, qu'est-ce qui fait que pendant si longtemps, on a considéré que les mâles chantaient et que les femelles ne chantaient pas? Différents biais. D'abord, un premier biais qui est un biais lié à l'interprétation de la notion de territoire et la notion de sélection sexuelle, dont on considère un peu dans une sorte d'imaginaire que c'est seulement l'apanage des mâles.
c'est-à-dire qu'il n'y a que les mâles qui sont en compétition dans un contexte reproducteur et il n'y a que les femelles qui exercent un choix sur les mâles. Alors ça, c'est pas vrai du tout, en fait, c'est vraiment une mauvaise interprétation, ou en tout cas une interprétation réduite de ce que c'est que la sélection sexuelle. Mais du coup, cette idée a amené à finalement se concentrer plus sur les activités des mâles que sur les activités des femelles. D'autant plus que les femelles, chez de très très nombreuses espèces, sont plus discrètes dans tout leur comportement. Ça, c'est en lien avec leur fonction pendant la reproduction, notamment de pondre les œufs, de les couver, et chose que chez beaucoup d'espèces, elles font beaucoup plus que les mâles, même si les deux peuvent participer aux soins, à la couvaison et aux soins aux jeunes. Deuxième ou autre raison, la quantité d'espèces chez qui les mâles et les femelles chantent, la proportion est particulièrement importante chez les espèces qui sont dans les zones tropicales. En fait, les zones tropicales concentrent, et l'hémisphère sud concentre la grande majorité des espèces d'Ocine. Mais les études des Ocines et du chant des Ocines ont surtout été réalisées dans l'hémisphère nord, par des scientifiques, notamment anglo-saxons ou américains. Et sous nos latitudes, dans l'hémisphère nord, effectivement, les espèces chez qui mâles et femelles chantent sont beaucoup moins fréquentes qu'en milieu tropical. Donc, il y a un biais, en fait, il y a un biais lié à l'origine scientifique, enfin, l'origine géographique, pardon, des scientifiques. Et puis, un troisième biais, c'est que chez beaucoup d'espèces chez qui les mâles et les femelles chantent, ces espèces sont dites monomorphiques, c'est-à-dire que les individus mâles et les individus femelles se ressemblent complètement visuellement. Alors c'est également ce qui est le cas chez le rouge-gorge. Le rouge-gorge familier, espèce bien présente sous nos latitudes, espèce commune que vous avez pu entendre tout à l'heure. Et je ne vous ai pas dit, en fait, est-ce que c'était un mâle ou est-ce que c'était une femelle. Mais à dire vrai, sur cet enregistrement, je suis persuadée que c'était un mâle. Mais en fait, il faut savoir que le rouge-gorge familier fait partie des espèces en milieu tempéré, des espèces d'oiseaux chanteurs, chez qui et le mâle et la femelle chantent. Et quand vous regardez un rouge-gorge familier, vous ne pouvez pas, avec vos yeux d'humain, distinguer si c'est un mâle ou une femelle, puisqu'ils sont rigoureusement identiques en termes de plumage. Et en fait, pour les distinguer, il va falloir faire un sexage moléculaire, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des prises de sang. Et par ces prises de sang, par ces analyses de sang, par des analyses de microsatellites, on va pouvoir déterminer quel est le sexe de l'animal. Alors, par exemple, juste pour la curiosité, je vous propose d'écouter deux chants. Un chant très court, un chant tout aussi court. Et donc, juste à l'oreille, comme ça, vous êtes bien en peine de me dire et de vous dire si c'est un mâle ou une femelle. En fait, le premier est une femelle et le deuxième est un mâle. Et donc, le rouge-gorge est une espèce tout à fait intéressante d'un point de vue scientifique parce que c'est une des rares espèces d'oiseaux chanteurs communes chez qui mâles et femelles chantent. Mâles et femelles sont territoriaux et sont territoriaux toute l'année. Et donc, des études sont en cours pour essayer de comprendre quelles sont les fonctions de ces chants chez les mâles et les femelles. Alors justement, en fonction des chants, nous y arrivons. Deuxième grande façon d'aborder les chants des Ocines. Partons de quelques constats, de quelques contextes dans lesquels les chants sont produits. D'abord chez les espèces territoriales, c'est-à-dire des espèces qui défendent un espace dans lequel ils vont défendre des ressources qui peuvent être de nature alimentaire, qui peuvent être des ressources d'abri, ça dépend des espèces. Chez ces espèces dites territoriales, les individus réalisent un certain nombre de comportements de défense de territoire qui va passer par des mouvements, éventuellement des attaques des intrus, et chez les oiseaux chanteurs,
la proclamation de leur présence sur leur territoire via des chants, et cela peut être le cas chez les mâles comme chez les femelles. Et c'est notamment vrai en milieu tropical, hein, sur les espèces dont je vous parlais juste avant. On a aussi constaté que lié à la période de reproduction, on allait avoir des pics de quantité de champs. Et puis tout à l'heure, je vous ai parlé de la nature des champs qui pouvait être différente entre la saison de reproduction et hors saison de reproduction. Ce qui suggère fortement une implication de ces signaux en contexte reproducteur et dans le cadre de la stimulation, l'attraction, la stimulation sexuelle des partenaires. Et en fait, de très nombreuses observations montrent que les chants sont impliqués dans les relations entre individus de même sexe ou entre individus de sexe différents. Alors, comment est-ce que on s'interroge précisément sur la fonction des chants? Alors là, je reviens un peu de la méthodologie de la bioacoustique. En fait, pour comprendre les fonctions d'un signal, il faut essayer de comprendre quelles sont les informations qui sont codées dans ce signal et comment elles participent à l'interrelation entre les individus et à la vie de l'individu. Comment est-ce qu'est codé un signal? Comment est-ce qu'est codé un chant, par exemple? En bioacoustique, pour le savoir, on va d'abord enregistrer ces chants. Ensuite, une fois qu'on a enregistré de nombreux individus, on va faire ce que l'on appelle des analyses. Qu'est-ce que c'est des analyses? Vous avez ici deux exemples, des spectrogrammes. En fait, ici, sur ce champ, vous voyez que ce champ est représenté, on a un oscillogramme, un spectrogramme et puis ici un spectre qui est représentation de l'amplitude en fonction de la fréquence, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'information de temps. Et en fait, on va utiliser ces différents modes de représentation pour réaliser des mesures. Et on va quantifier ainsi un certain nombre de paramètres. Alors, par exemple, des paramètres temporels, des paramètres fréquentiels de différentes natures, la fréquence fondamentale, la modulation de fréquence, etc., comme ce qui est ici représenté. Ça va dépendre de la nature du champ. Et puis, sur cet autre champ, qui est un champ d'alouette, on va aussi, je vous montre aussi comment on réalise un autre type d'analyse, qui est une analyse qui va correspondre en fait à une catégorisation de répertoire. Je vous disais, au départ, les champs sont constitués par des enchaînements d'éléments sonores, qu'on peut appeler des syllabes. Eh bien, on peut caractériser, catégoriser ces syllabes comme ce qui est fait ici, c'est-à-dire leur attribuer à chaque syllabe qui est identique, on lui attribue le même numéro et on construit comme ça un répertoire de syllabes. Toutes ces analyses vont nous permettre de poser des hypothèses quant à la nature des paramètres qui vont coder l'information. Et ensuite, on retourne sur le terrain et on va réaliser ce qu'on appelle des expériences de repasse, des expériences de playback, qui consistent à diffuser des signaux naturels dont on connaît très bien les paramètres, voire dont on a modifié certains paramètres, et diffuser ces signaux, ces chants, à des oiseaux, ou à d'autres animaux si on ne travaille pas sur des oiseaux, et d'observer et de quantifier les réponses comportementales à ces signaux. Et en fait, ce sont les réponses des oiseaux qui vont nous donner des indications sur les paramètres qui codent les informations et sur la fonction de ces paramètres. Alors, petit exemple concret, si on revient à une illustration que je vous ai présentée tout à l'heure, je ne vais pas vous la faire réécouter, on a nos trois chants, le chant de rouge-gorge en haut, le chant de troglodyte mignon et puis le chant de fauvette à tête noire. Et je vous faisais remarquer, puis vous l'aviez remarqué sans que je vous le fasse remarquer, que les chants étaient différents. Hein, ils étaient constitués, ils avaient une allure différente au spectrogramme, ils sont constitués par des... Donc il y a une différence entre les espèces, les enchaînements sonores sont différents entre les espèces. Et cette différence, on l'entend. Et d'ailleurs, les ornithologues ou les naturalistes ou les gens qui aiment les oiseaux ou qui ont envie
de savoir qui ils écoutent, apprennent à reconnaître ces différences entre les chants pour pouvoir identifier les oiseaux juste par l'écoute. Est-ce que les oiseaux font la même chose? Et notamment à l'intérieur d'une même espèce? Eh bien, la réponse est oui. Ils ne vont pas utiliser forcément les mêmes paramètres que ceux que nous, humains, on utilise pour reconnaître les différents chants. Et en fait, ils vont utiliser un certain nombre de paramètres. Ici, vous avez un chant d'Alouette des champs. Alors, je vous la fais écouter parce que le chant de l'Alouette des champs est un très joli chant. Si j'arrive à retrouver, j'ai plus mon pointeur. Je vais y arriver, pardon. Voilà. Un chant d'Alouette des champs, ou plutôt exactement un extrait de chant. Voilà, c'était un peu long. C'était un peu long, mais c'est à la mesure de la diversité du répertoire de cet oiseau qui produit un nombre de syllabes extrêmement différentes, extrêmement important. Donc, vous avez juste entendu un petit extrait et dont vous voyez un petit extrait sur ce spectrogramme. Ces unités sonores différentes, on va en reparler juste après, ces syllabes, mais puisqu'on est sur l'identité spécifique, eh bien sachez qu'on a décrypté le code qui code pour l'espèce, qui dit « je suis une alouette de chant », et ce code, en fait, est constitué par le rythme, c'est-à-dire le rapport son-silence, c'est-à-dire la durée des sons sur la durée des silences lorsqu'on les mesure dans le chant, et puis le tempo, c'est-à-dire le nombre d'unités sonores par unité de temps. En d'autres termes, il y a un rythme alouette et un tempo alouette que les alouettes des chants décodent et qui leur dit que l'individu qui chante est bien une alouette. Et alors, dans quel contexte il est intéressant ou il est pertinent de délivrer son identité? C'est par exemple dans un contexte de défense territoriale dont je vous parlais tout à l'heure. Lorsqu'une alouette chante sur son territoire, ou plus exactement au-dessus de son territoire, parce que les alouettes chantent en volant, elle délivre dans son chant une information qui dit « je suis une alouette des champs ». Et cette information, elle est codée par le rythme, le tempo, et elle est décodée par toutes les autres alouettes établies dans les territoires juste à côté. Il n'y a pas que ça dans un chant d'alouette, il y a aussi d'autres niveaux d'identité. Tout à l'heure, je vous parlais des dialectes. Il y a des dialectes chez l'alouette qui sont ce qu'on appelle des micro-dialectes, c'est-à-dire qui vont être des variations géographiques à toute petite échelle. Une alouette, je vous disais, ça a un territoire, ça chante au-dessus de son territoire. En fait, les territoires sont établis dans des milieux favorables à son installation, c'est-à-dire dans des champs, dans des plaines, en milieu ouvert. Et vous allez avoir plusieurs oiseaux qui sont établis dans des territoires distincts, juxtaposés comme ça. Et sur chacun de ces territoires, ces individus qui sont donc des voisins chantent pour proclamer leur présence sur leur territoire. Et lorsque l'on enregistre des individus voisins, ici vous avez des tout petits extraits de chants de 3 individus qui ont été enregistrés dans la même localité, qui sont voisins, on constate en fait que les chants de ces individus partagent des éléments sonores. On retrouve ce motif ici, cette phrase, on la retrouve ici, on la retrouve ici, et puis on la retrouve ici. Et en fait, on a pu mesurer que ces phrases partagées et qui existent dans le chant de plusieurs individus voisins représentent 40% de la durée totale du chant. Et lorsque l'on s'est interrogé sur la fonction de ce chant, on a pu montrer qu'en fait, ces phrases partagées par les voisins codaient pour une identité régionale, une identité de groupe,
très brièvement, pour vous expliquer comment ça a été fait. Vous avez ici un schéma de en quoi consiste un chant de voisins. Donc, c'est un chant total constitué par un grand nombre de syllabes. Et puis, on retrouve par endroits ces syllabes, ces phrases, ces enchaînements de syllabes particulières qui sont partagés entre tous les voisins. Vous avez ici le chant d'un individu alouette, mais qui n'est pas un voisin, qui a été enregistré dans une autre localité, à l'intérieur d'un autre groupe de voisins. Et donc, lui aussi, dans son groupe de voisins, il a son chant avec un certain nombre de phrases qu'il partage avec ses voisins. Ici, vous avez un autre type de signal, qui est un signal complètement modifié, c'est-à-dire qu'on a pris le chant d'un étranger et on a inséré artificiellement les phrases partagées entre voisins de ce chant voisin-là. Et tout ça, ça a été diffusé, donc interroger les animaux avec des haut-parleurs, mesurer leurs réponses comportementales, ça a été diffusé aux mêmes individus. Donc, un même individu a reçu la diffusion d'un chant d'un de ses voisins, d'un chant d'un étranger, c'est-à-dire un individu établi dans une autre localité, et d'un chant chimérique, c'est-à-dire un chant étranger dans lequel on avait artificiellement inséré ces petites syllabes partagées. Et vous avez ici les résultats. Alors, ce n'est pas extrêmement pédagogique comme présentation. En fait, c'est une espèce de score comportemental qui est réalisé par une analyse statistique de toutes les réponses comportementales mesurées chez les oiseaux qui ont été testés. Ces réponses comportementales, c'est par exemple des approches du haut-parleur, c'est des déplacements, c'est des cris. Et donc, on combine tout cela de manière mathématique, hein, on en tire un score. Et ce que vous voyez ici, c'est que les réponses provoquées par les chants voisins, neighbor en anglais, et les chants étrangers sont significativement différentes. Et en fait, les réponses aux chants étrangers sont significativement beaucoup plus agressives que les réponses suscitées par des chants voisins. Et que si on regarde les réponses suscitées par ce chant chimérique, on constate que ce chant chimérique suscite des réponses comportementales identiques, non significativement différentes de celles suscitées par les chants voisins. En d'autres termes, la valeur profondément réactogène et suscitant un niveau d'agression fort des chants produits par des étrangers, cette valeur est considérablement baissée par l'introduction artificielle des phrases partagées par tous les voisins. On a ici montré que les voisins partagent des séquences de syllabes et que ces séquences de syllabes codent pour une identité de groupe, permettent la reconnaissance entre individus voisins, et à cette reconnaissance est associée une tolérance vis-à-vis des voisins qui sont établis par ailleurs chacun dans leur territoire et qui ne constituent pas des menaces d'intrusion et d'usurpation de territoire, à la différence des étrangers, des individus étrangers. Alors, on n'y voit aucun... Enfin, c'est juste une façon d'utiliser les termes voisins étrangers qui nous paraissaient pertinentes, mais on y voit, on n'extrapole à aucun racisme ou quoi que ce soit, hein, on est bien d'accord. Et en fait, c'est juste que les oiseaux reconnaissent leurs voisins grâce à ces phrases partagées. Donc, grâce à ce micro-dialecte. Alors, pour continuer, là, en fait, ce que je viens de vous expliquer sur l'alouette des champs, c'est ce qui se passe dans les relations entre mâles. Les dialectes ont aussi une importance dans les relations entre mâles et femelles. J'ai choisi de vous montrer cet exemple ici, qui est un exemple un peu triste, mais qui illustre bien la fonction des dialectes, la fonction de la culture vocale. Alors là, on part bien loin du rouge-gorge et bien loin de l'alouette des champs. On est en Australie, sur la côte sud-est, où il existe une population qui s'est énormément réduite d'une espèce endémique, qui est le méliphage régent. Et ce méliphage régent est un ocine. Ce méliphage régent produit des chants appris par imitation. Et ces chants participent notamment
à l'attraction et la stimulation des femelles. Et ce que cette étude très récente a montré, c'est que en relation avec la diminution drastique des effectifs dans cette population, on estime que la population à l'heure actuelle est constituée par moins de 500 individus, avec peut-être 300 individus mâles. Et alors qu'il y a encore une quarantaine d'années, il y avait plusieurs milliers d'individus de cette espèce endémique. En fait, destruction de l'habitat, enfin, diverses causes font que les populations ont considérablement réduite. Et ce que l'on observe lorsque l'on enregistre les champs d'individus dans différentes localités, on observe que il y a beaucoup d'individus qui ne produisent pas le dialecte local, c'est-à-dire le dialecte général dans lequel ils ont été enregistrés. Donc, ils sont ici indiqués par ces petits traits de couleur. Hein. Donc, soit ils chantent le chant typique de leur dialecte, soit ils vont chanter le chant d'un autre dialecte, et puis parfois ils chantent des choses qui ressemblent beaucoup au chant d'espèces présentes dans la zone, mais qui ne sont pas de la même espèce que le mélifage régent. Donc, qu'est-ce qu'on tire de cela? En fait, on tire de cela que les jeunes oisillons, les jeunes oiseaux, parce qu'en fait l'apprentissage se passe après dispersion des jeunes, pas lorsque les jeunes sont au nid sur cette espèce, ne trouvent plus de modèle. Ils n'ont plus de modèle en raison de la diminution drastique de la densité des individus dans la population. Ils n'ont plus de modèle pour copier, pour apprendre leur chant. Et donc, ils produisent des chants qui sont dégradés, qui ne correspondent pas au dialecte local, ou ils produisent des chants qu'ils ont appris par imitation et qui ressemblent à celui d'autres espèces. Alors ça a une conséquence, et c'est ce qui est montré dans cet article, et une conséquence négative en termes d'appariement, puisqu'on constate que les individus qui ne produisent pas, donc ce sont les mâles hein, chez cette espèce, qui ne produisent pas le dialecte local, le dialecte typique, sont moins appariés et se reproduisent moins que les individus qui produisent les dialectes locaux. Donc, à terme, c'est bien l'illustration, c'est l'illustration que la culture vocale est très importante chez cette espèce en termes de reproduction. Et pour finir sur une note un peu moins pessimiste concernant la fonction de ces dialectes, on a aussi montré chez une autre espèce, enfin chez d'autres espèces, que les dialectes pouvaient, via cet effet qu'ils ont, via ces conséquences qu'ils ont sur l'attraction et la stimulation des femelles, favoriser la spéciation, c'est-à-dire favoriser l'isolement entre populations et favoriser même la spéciation. C'est ce qui notamment a été montré chez ce qu'on appelle une espèce qu'on appelle le pouillot verdâtre, qui est en fait un cercle de sous-espèces. Et c'est ce cercle de sous-espèces, on a pu montrer que leur origine, l'origine de la spéciation, le moteur de la spéciation, en fait, c'est la dérive culturelle, la dérive vocale accumulée par apprentissage et qui ensuite va s'accompagner d'une dérive génétique liée à la reproduction. Je ne vais pas avoir le temps de vous détailler toutes les fonctions des champs, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que donc, ces champs ont différentes fonctions. Ils sont très impliqués dans les comportements reproducteurs, dans les comportements territoriaux, que ce soit chez le mâle et la femelle, et qui supportent des informations de différentes natures, identité spécifique, identité régionale ou identité de groupe, mais aussi identité individuelle chez un grand nombre d'espèces, c'est-à-dire que les oiseaux sont à même de se reconnaître individuellement en écoutant leur chant. Les chants peuvent aussi porter des caractères, être le reflet de caractères individuels
et en cela peuvent être sélectionnés, participer à la sélection sexuelle. On a par exemple montré qu'il y a des paramètres qui sont particulièrement difficiles à produire mécaniquement et que le fait que les oiseaux soient des virtuoses et que certains soient plus virtuoses que d'autres pouvait avoir des conséquences sur la stimulation et l'attraction des partenaires. Les chants des oiseaux peuvent aussi coder les états émotionnels, notamment une agressivité plus ou moins forte qui peut être codée dans le chant, dans certains paramètres. Et puis, indirectement, une autre catégorie d'informations qui est cette fois-ci passive et qui est transmise par le chant des oiseaux, c'est une information sur la position de l'émetteur, bien sûr. Donc, en conclusion, les chants des oiseaux chanteurs, c'est une sorte de résumé, les chants des oiseaux chanteurs sont des signaux de communication constitués par des enchaînements d'unités sonores. Ils sont produits par un organe vocal complexe qui sont contrôlés par des structures cérébrales particulières. Ils sont produits après apprentissage par imitation d'un ou plusieurs chants-tuteurs. Ils supportent de multiples informations qui sont échangées, notamment en contexte reproducteur et en contexte de défense territoriale. Ils sont soumis à la sélection naturelle et notamment à la sélection sexuelle. J'aurais aussi pu vous parler de comment les chants étaient adaptés à leur transmission dans l'environnement. Ce sera pour une autre fois. Et voilà, j'ai fini pour cette présentation et je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Fanny. Merci. Alors, oui, il y avait l'article, il y avait l'article effectivement de Planète Vie, hein, qui est notamment destiné aux étudiants et aux enseignants de SVT. Mais je vois que tu as mis le lien, hein, comment et pourquoi les oiseaux chantent. Alors. Y a-t-il des questions? N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet discussion. Moi, je vais commencer par une question. Les oiseaux non chanteurs, quel type de son ils produisent? Des cris seulement ou des choses qui ne sont... Alors, ça fait du bruit, non, naïvement, un oiseau même oui. non chanteur? En fait, il y a plusieurs niveaux de réponse parce que c'est la définition du chant, elle n'est pas aussi stricte. Elle n'est pas aussi stricte que ça. Et il y a une des définitions qui consiste à dire les chants, ce sont toutes les vocalisations produites par imitation, après apprentissage par imitation. Et en fait, ces chants existent chez les oiseaux chanteurs, les ocines, mais ils existent aussi, il y a deux autres groupes d'oiseaux qui produisent des vocalisations apprises par imitation, c'est tous les psittaciformes, c'est-à-dire les perroquets, perruches, etc., et les colibris, donc chez les apodiformes et trochiliformes. Et on a montré que chez ces deux autres groupes aussi, on considère que c'est une apparition plutôt convergente. On a montré qu'ils produisaient des vocalisations apprises par imitation et que eux aussi, ils avaient dans leur cerveau des structures cérébrales qui permettent de contrôler cet apprentissage, qui sont des structures convergentes. Donc ça, c'est le premier niveau de réponse, c'est-à-dire qu'en fait, on peut dire le chant, si on définit, on a envie de le définir, on dit le chant, c'est un signal produit après apprentissage par imitation. Mais souvent, on dit que les perroquets crient. Et puis, on dit aussi que le coq chante. Et on parle aussi ou alternativement de cris des manchots et chants des manchots. Donc en fait, dans cette dénomination, il y a aussi une notion culturelle et qui va dépasser le champ scientifique. Donc je pense que pour s'en sortir, on peut dire que tous les oiseaux produisent des vocalisations, parce que ça c'est juste, et on peut préciser comment sont structurées acoustiquement ces vocalisations, sachant que la notion de syntaxe, elle est très fortement rattachée au chant, hein, le fait d'être composé de plusieurs éléments sonores organisés suivant un certain ordre.
même si parfois il y a des cris qui sont produits avec une certaine syntaxe aussi, mais il y en a beaucoup moins. La syntaxe est beaucoup moins complexe et le nombre d'unités sonores est beaucoup moins important. Voilà. Comment est-ce qu'on peut expliquer que certains oiseaux fassent des chants, enfin, je ne sais pas si on peut d'ailleurs, fassent des chants courts et d'autres, comme l'alouette, des chants qui sont interminables et qui durent en permanence? Est-ce qu'il y a une fonction biologique qui est associée derrière? Non, à ma connaissance, je ne connais pas. En fait, c'est vrai que chez les oiseaux chanteurs, on considère qu'il y a deux grandes catégories. Ceux qui sont dits chanteurs discontinus et qui vont produire des chants de relativement courte durée et éventuellement qui produisent des types de chants, c'est-à-dire qu'ils ne produisent pas forcément exactement le même chant. Chez certaines espèces, c'est toujours le même chant. Le diamant mandarin que j'ai montré tout à l'heure, un individu produit un chant et c'est toujours le même tout au long de sa vie. Mais il y a d'autres espèces, comme par exemple la mésange charbonnière, qui a un chant assez court, assez simple, mais qui va produire différents types de chants. C'est-à-dire que si on écoute un même individu, on va constater qu'il ne fait pas toujours la même chose. Et en fait, il a dans son répertoire des motifs de type de chant qui va ressortir. Bon, je sais bien, ça ne répond pas du tout à ta question pour l'instant. Mais il y a une autre catégorie d'oiseaux. Du coup, j'ai une autre question. Qui sont les oiseaux à chanteurs continus. Et dans laquelle catégorie rentre l'alouette qui peut chanter, je crois que le plus long qui a été enregistré une alouette, c'est 1 heure. Ou les tourneaux, qui aussi produit des choses très très longues, ou le rossignol, pareil, c'est très 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 long. Et à ma connaissance, il n'y a pas de lien avec des caractéristiques particulières de ces oiseaux ou des notions d'adaptation particulières. J'en connais pas. Donc, je ne réponds pas vraiment à ta question. En fait. Bah si, on ne sait pas trop. Enfin, on l'a pas associé. Donc, c'est déjà, si, c'est une réponse. Quand tu prends l'exemple de la mésange charbonnière, effectivement, moi, j'ai remarqué que les mésanges ne font pas toujours le même bruit. Est-ce que c'est des fonctions différentes, justement, parmi toutes les fonctions que tu as citées, identité territoriale, individuelle ou autre? Est-ce que c'est ça qui est derrière ou Ouais. Alors, oui, c'est la fonction qui change en fait. Ouais. La fonction, en fait, c'est la fonction même de la diversité. C'est-à-dire que ce qui a été montré chez la mésange charbonnière, notamment, c'est que les mâles qui ont un répertoire c'est-à-dire un nombre de types de chants plus importants, sont plus fréquemment associés, plus fréquemment appariés à des femelles. Donc, ça laisse suggérer que les femelles sont sensibles à cet indicateur de diversité. Et pareillement, ça c'est les premières expériences de playback, vraiment les toutes premières qui ont montré la fonction territoriale des chants, et c'était chez les mésanges charbonnières. Et il a été montré que, en fait, si on substitue sur son territoire à un individu, on substitue un haut-parleur, le territoire va être moins rapidement recolonisé par d'autres oiseaux si on diffuse plusieurs types de chants plutôt que si on diffuse un seul type de chant. Donc, ça laisse supposer que la diversité a aussi une fonction dans le cadre de la défense territoriale et indique potentiellement un individu, c'est lié aussi aux capacités d'apprentissage. Donc, quelque part, on peut mettre ça en lien avec le fait que les oiseaux qui ont un répertoire plus important ont probablement eu au cours de leur apprentissage des conditions plus favorables d'apprentissage, qui peuvent être des conditions physiologiques, qui peuvent être, et qui peut-être sont des paramètres qui vont aussi qui vont se voir dans le champ, mais qui vont se voir aussi dans d'autres caractères physiques de l'individu, par exemple qu'il est en meilleure santé ou qu'il est en meilleure forme, et donc qui constitue éventuellement un défenseur de territoire plus pugnace. Ou un bon parti. Voilà. Pour la forêt. Ou un meilleur parti. Ouais.
Ouais, donc ça veut dire que c'est quand même cette diversité, elle est un indicateur de la fitness Alors, potentielle. chez la maison charbonnière, ça Oui, n'a c'est pas ça. été Oui, c'est montré ça. chez toutes les espèces. En fait, Ouais, en fait les paramètres qui codent l'information, et notamment les informations liées à la sélection sexuelle, sont très différents d'une espèce à l'autre. Et vas-y, je t'en prie, Stéphane. Alors, moi, j'avais une autre question, mais c'est plus sur votre métier. C'est quoi la vie d'une éthologue bioacousticienne? Vous êtes souvent sur le terrain avec micro et parabole. Vous êtes plus souvent au labo en train de faire du playback ou en train d'écouter des pistes. Comment ça se passe, quoi, Alors, Est-ce qu'on acquiert des données toute l'année ou est-ce qu'on fait un peu comme les paléontologues, une campagne de fouilles et puis après ça on a à manger pendant plusieurs années pour décrypter? c'est un peu tout ça, en fait. Alors d'abord, moi, comme je suis enseignante, Il y a quelques cours à faire. j'ai beaucoup de temps, je passe beaucoup de temps à enseigner et finalement, pas forcément beaucoup de temps à faire de la recherche, enfin, en tout cas, pas autant que je le voudrais, mais enfin, même si j'adore enseigner. Non, pour répondre plus sérieusement, en fait, la partie terrain, souvent, c'est pas très long. Parce que, et ça va être à des périodes bien précises, en relation avec les questions qu'on se pose sur les signaux, c'est-à-dire que, par exemple, pendant la période de reproduction, mais qui c'est pas forcément très très long, ça peut être un peu intense. Et en fait, la partie la plus longue, c'est quand même tout ce qui concerne l'analyse, donc devant l'ordinateur. Ça, c'est long. Et c'est exclusivement à l'intérieur. Enfin, on peut emmener son ordinateur dehors si on a envie. Et ceci dit, la période après, quand on retourne sur le terrain, on retourne sur le terrain pour faire les expériences de playback quand même. Mais c'est clair, hein, je pense que c'est comme la majorité des scientifiques, en fait, la partie prise de données proprement dite, quelles que soient les conditions, elle est pas, la proportion de temps est pas énorme par rapport à la proportion de temps d'analyse, d'écriture, de dépouillement des données, etc. Ouais. J'avais une question très, très opérationnelle qui touche à la fois à comment d'ailleurs les oiseaux en tiennent compte et comment le chercheur bioacousticien en tient compte. C'est la cacophonie apparente des chants d'oiseaux à certaines périodes de l'année. Là, quand on est au mois d'avril par chez nous, dans un milieu un peu forestier ou un peu diversifié, c'est incroyable. Donc, comment les oiseaux s'y retrouvent, et j'imagine que ce n'est pas des très bonnes conditions d'enregistrement pour vous. Donc, est-ce que eux, ils sont capables de bien filtrer ça? Est-ce que ça peut justement avoir un effet sur l'efficacité des fonctions que tu as citées sur leur champ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est vous, est-ce que du coup, c'est des périodes où vous pouvez rien faire et que vous êtes obligé d'attendre des périodes où les oiseaux sont isolés pour faire les enregistrements? Alors, donc, sur la première partie de ta question, en fait, certes, les oiseaux chantent en même temps, mais ils ne chantent pas pareil. C'est-à-dire que comme on l'a vu, hein, chaque espèce, déjà en termes de structure du chant, il y a des espaces sonores en fait différents qui sont occupés. Euh, et donc les fréquences ne sont pas forcément les mêmes, les intervalles de temps ne sont pas forcément les mêmes, donc il peut même y avoir on passe dans les interstices hein, quelque part, et surtout si les fréquences, on voit très bien sur l'illustration, sur le spectrogramme du départ avec le merle et la mésange charbonnière. En fait, Oui, qui s'alternent le un peu. merle, Ouais. oui, puis le merle, il est plutôt dans la partie basse du spectrogramme, parce qu'il est plutôt de relativement basse fréquence, il est, je sais pas, autour de 3-4 kHz, alors que le chant de la mésange charbonnière est plus haut. Donc en fait, il n'y a pas du tout de, même si pour nous, pour nos oreilles, on mélange les deux, mais en fait, pour les oiseaux, il n'y a pas de, l'espace sonore est très clairement distingué. Et puis, il peut y avoir une distinction temporelle aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ne chantent pas forcément tous rigoureusement en même temps. En fait, le pire masque pour les oiseaux, c'est les oiseaux de leur propre espèce. Ah oui.
C'est-à-dire c'est les chants produits par les mêmes espèces si c'est en même temps. Parce que là, les paramètres sont communs. Et là, ça peut vraiment jouer le rôle de masque. Et d'ailleurs, on a montré chez les oiseaux chanteurs que en fait, le fait de produire en même temps qu'un collègue dans son territoire à côté, c'était clairement un signal d'agressivité importante. Et qui n'a pas lieu tout le temps. C'est-à-dire en fait, on constate qu'en fait, souvent les oiseaux alternent d'une même espèce et quand ils sont dans des territoires contigus, hein, il y en a un qui chante, puis ensuite l'autre chante, et puis ensuite un autre chante. Et en fait, il n'y a pas vraiment de chevauchement, sauf si, par exemple, en cas d'intrusion territoriale ou des choses comme ça, où là ça veut clairement dire quelque chose de chanter par-dessus le chant de l'intrus, par exemple. Ça, c'était pour la première réponse. Et la deuxième, c'est en fait, si, quand on enregistre, si les chants sont assez différents d'un point de vue paramètre fréquentiel, bah, c'est pas très, très difficile de les enregistrer et puis ensuite de filtrer. Là où on est clairement embêté, c'est quand il y a des chevauchements, même si ce sont des chevauchements de syllabes qui ont des formes très différentes. Nous, on n'a pas une oreille d'oiseau, puis surtout le logiciel, il n'est pas capable de distinguer les deux, et surtout quand on fait des mesures, en fait. Et donc, bah, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on croise les doigts quand on enregistre. Parce que parfois, on ne peut pas utiliser, si par exemple le merle, la mésange charbonnière, ce n'est pas un problème, mais par exemple, qu'est-ce que je vais donner comme exemple, je ne sais pas quoi, la mésange charbonnière et la mésange et le rouge-gorge, c'est assez, ça peut être un peu dans les mêmes fréquences. Et là, bah, il faut en fait attendre dans les enregistrements que l'un et l'autre soient séparés pour pouvoir les analyser. Il y a une question sur le chat. Effectivement, j'avais entendu ça. J'avais entendu alors c'est une chronique, mais qui n'était pas scientifique, sur France Info, donc une chroniqueuse qui disait qu'on avait montré que les grenouilles, je crois, étaient capables de filtrer, en remplissant plus ou moins leurs poumons, la cacophonie des sons dans les mares. Et la question était, est-ce qu'il y a des choses de ce type-là chez les oiseaux? Alors, est-ce qu'il y a des mécanismes similaires chez les oiseaux? Non, pas à ma connaissance en fait. J'en connais pas. Et non, je vois pas. J'ai pas d'informations là-dessus. Alors, ceci dit, je pense que la cacophonie, en tout cas chez les oiseaux chanteurs, elle est toute relative. Hein. Oui, Parce vous avez que, expliqué. Ouais. non, mais comme je l'ai expliqué, et puis il y a aussi une question spatiale, mais spatiale des individus. Les oiseaux chanteurs, quand ils chantent, souvent ils sont dans leur territoire ou à proximité de leur nid, et donc ils sont séparés spatialement. Et donc cette cacophonie, c'est nous qui la reconstituons avec nos oreilles ou notre micro, mais en fait, ils se chevauchent pas tant que ça. Et donc je pense pas que en termes de cacophonie, ce soit particulièrement prégnant pour eux. Ça l'est plus pour nous, à mon avis. Par contre, ça c'est pour les oiseaux chanteurs, mais c'est vrai qu'il y a des oiseaux coloniaux. La plupart des oiseaux coloniaux ne sont pas des oiseaux chanteurs, mais je pense à quelques-uns qui sont, par exemple, mais alors là c'est plutôt sur les cris, par exemple le républicain social, qui est un oiseau chanteur à reproduction coopérative et qui vit dans des nids qui sont un peu comme des HLM, c'est-à-dire qu'ils construisent avec des branchages, des énormes structures sur les acacias en Afrique. Et dans ces structures, chaque couple a une petite chambre dans laquelle il va nicher. Et il peut y avoir jusqu'à une centaine d'individus dans ce nid communautaire. Et quand ils crient tous en même temps, oui, ça fait beaucoup de bruit. Et là, je pense qu'ils ne sont pas si isolés que cela.
Mais ceci dit, je pense que, alors chez le républicain social, j'en sais rien, mais par exemple chez un oiseau chez qui ça a été étudié, chez le manchot, hein, il y a des stratégies acoustiques qui sont plutôt des stratégies en termes de codage et de décodage d'informations plutôt que des stratégies mécanistiques pour s'empêcher d'avoir mal aux oreilles, qui existent et qui sont liées à la répétition de l'information, au fait qu'il y a, en fait, il y a toujours des intervalles de temps dans lesquels les signaux peuvent se glisser les uns les autres, et puis il y a des adaptations comportementales aussi qui consistent à, chez le manchot, ça a été montré, hein, de chanter au-dessus du corps des autres individus en projetant son bec comme ça. Mais alors des adaptations physiologiques, j'en connais pas. Il y en a peut-être, mais j'en connais pas. Il y a une autre question. Y a-t-il une relation entre la complexité d'un chant et la complexité de la livrée du plumage, donc au sein des différentes espèces, et ont-ils évolué en parallèle? Alors ça, c'est une bonne question. Et c'est une bonne question parce que il y a un certain nombre de gens qui travaillent là-dessus. Et, mais je vais avoir du mal à répondre de manière super argumentée parce qu'en fait, c'est des choses qui sont un peu dans les tuyaux, c'est-à-dire que des gens regardent en ce moment, et puis en plus, les complexités de coloration, c'est quelque chose qui... Alors, c'est toujours pareil, c'est à nos yeux... En fait, alors, donc, je vais faire une première réponse qui est vraisemblablement, il y a un lien, il y a des études qui font des investigations sur plein d'espèces pour essayer de le montrer, mais c'est un peu en cours. Et d'autre part, il faut quand même faire très attention quand on parle des livrets, des signaux visuels. Toutes les couleurs ne sont pas des signaux. De la même façon que quand on entend un chant, tout dans le chant n'est pas signifiant, c'est-à-dire il y a des paramètres qui vont coder des informations pour ce qui concerne les couleurs, les signaux visuels ou même les mouvements, hein, qui peuvent aussi être des signaux visuels. Tout n'est pas informatif. Et en fait, ce que nous, on voit comme très, très coloré, c'est pas forcément... tout n'a pas un rôle de signal. Donc, par exemple, quand on mesure ces signaux colorés, en fait, il faut aussi faire très attention à estimer quel est leur effet sur les individus récepteurs. C'est-à-dire que peut-être qu'ils sont très diversifiés, mais qu'en fait, les individus récepteurs ne sont pas sensibles à toute cette diversité. Voilà, c'est juste pour mettre un petit bémol que la corrélation, il faut faire attention. Voilà, cette question de complexité, elle peut être vue avec nos yeux d'humains et notre perception à nous, et qui n'est pas forcément en fait si complexe pour les animaux qui perçoivent les signaux. Question suivante. Quelle est la durée d'apprentissage par imitation dans le nid, hors du nid, et par qui? C'est-à-dire qui sont les individus imités, père, mère, congénères ou tuteurs, enfin voilà. Et là, j'ai envie de faire, je fais une réponse de Normand, ça dépend. Ça dépend des espèces, en fait. D'abord, on ne sait pas comment ça se passe chez toutes les espèces. Chez le diamant mandarin, dont j'ai parlé tout à l'heure, ça a été très étudié. On sait qu'à 90 jours, l'oiseau produit un chant qui est cristallisé. Donc, tout se passe avant, en fait, et ça se passe en gros entre 30 et 30 jours après l'éclosion, 90 jours à peu près. Et ça se passe, donc les oiseaux vont être éventuellement sortants du nid, mais ils restent en compagnie de leurs parents. C'est vraiment une espèce chez qui ça a été très étudié. En général, chez les espèces chez qui seuls les mâles chantent, les modèles sont des mâles. C'est-à-dire que ce qui est incorporé, ce qui est imité, c'est les chants des autres mâles. Et après, ça dépend du contexte. C'est-à-dire que si les individus chantants sont les mâles parents, le mâle père, que l'oisillon a à entendre, ça va être le modèle privilégié, ou les individus voisins.
Mais par exemple, chez le méliphage régent dont j'ai parlé tout à l'heure, on a bien montré que pendant son développement, l'oisillon n'entendait jamais le chant du père, qui en fait à cette période de la saison de reproduction ne chante pas. Et qu'en fait les oiseaux vont apprendre bien plus tard, après dispersion, quand ils vont se regrouper dans des grands groupes. Alors avant, ils étaient grands, maintenant ils sont beaucoup moins grands et ils vont être en contact dans ce cas-là d'autres mâles. Et pour compléter la réponse aussi, là j'ai parlé par exemple du diamant mandarin chez qui tout se fait peu de temps après l'éclosion, enfin dans la période juvénile de l'oiseau. Mais il y a des oiseaux chez qui le brouillon à couronne blanche, par exemple, la période sensible et la période sensorimotrice sont disjointes. Et il Donc il apprend d'abord et il il apprend s'entraîne après. d'abord et puis D'accord. ensuite il pratique plus tard. Mais ouais, du coup, ça pose la question enfin, ça répond en partie à la question que je me posais, c'est que si le chant a une fonction reproductrice, par définition, l'oisillon qui vient de naître, il est le produit de cette reproduction. Donc, il arrive après que les chants reproducteurs aient été émis. Oui, Donc, ça veut dire que, sauf si la période de reproduction s'étale sur une longue durée, c'est-à-dire après que les premiers oisillons soient éclos, il y a un problème de décalage dans le temps pour apprendre un chant reproducteur qui a forcément eu lieu quelques semaines avant l'éclosion. ouais, mais chez beaucoup d'espèces, les chants sont produits. Il peut y avoir des pics de chants avant la reproduction, notamment avant les accouplements, hein. Mais après, les oiseaux continuent à chanter, hein. Donc la présence de tuteurs est toujours effective, en fait, même si c'est moins fréquent. C'est-à-dire que le chant n'est pas uniquement lié à l'appariement, c'est-dire qu'il peut, il Non, peut, il peut être non, produit après l'appariement, quoi. oui. Oui, et notamment, enfin, en fait, il est produit après l'appariement. Alors, dans le cadre d'une défense, proclamation d'existence sur un territoire, et aussi, on a montré qu'il n'était pas chez certaines espèces, comme par exemple, je crois que c'est chez la mésange bleue, peut-être que c'est encore la mésange charbonnière, je ne sais plus, mais euh, les mâles vont spécifiquement chanter une fois que les femelles ont pondu, en fait. Et il y a aussi là-dedans un effet sur garder la femelle au nid, en tout cas apparier avec ce mâle-là et se prémunir des copulations à l'extérieur du couple. Donc on a montré que, par exemple, c'est pas forcément juste avant les accouplements. Enfin, il y a avant les accouplements, mais il y a aussi après. Et que ça participe à d'autres fonctions, comme par exemple de garder les femelles. Bon. Merci beaucoup, Fanny. Merci à vous. Merci. Thuriane, on va clore la session. Exactement, merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute et le partage. Et ça, c'était franchement, c'était bien passionnant et on a réussi à tenir presque les délais. Merci beaucoup, Fanny, pour votre disponibilité en ce mercredi soir. Et puis, donc, on est ravis avec Stéphane de cette série de Mercredi des Sciences et on vous donne rendez-vous à la rentrée. Donc, je ne sais pas ce que tu nous concoctes avec Samuel. Avec Samuel, oui, c'est Stéphane et Samuel. C'est une coproduction. Et ce sera la surprise de la rentrée. On a déjà quelques séminaires en tête et on va continuer à y travailler. Parfait. Bon, rendez-vous à la rentrée et puis bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup pour votre bonne soirée à tous. Et merci.